c'est avec Sébastien et Xavier que nous allons arpenter l'actu tech de la semaine. Vous avez faim? Au menu, nous avons du poisson rouge, de la pomme et pour finir, des cookies. Nous irons ensuite faire un tour dans l'ISS pour une petite séance de cinéma sur les pingouins et nous traquerons le gaspillage dans les entrepôts Amazon. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à liker les vidéos. Nous serons ce soir avec donc Sébastien et Xavier. Bonsoir Xavier. Salut Aurélien. Salut Sébastien. Salut Aurélien. Salut Xavier. Salut. Donc un épisode un petit peu spécial puisque Marc est indisponible en ce moment et donc on a pris les clés du studio et on va vous faire un épisode purement audio. Il n'y aura pas de vidéo cette fois-ci, c'est vraiment pour les habitués. Comme d'habitude, nous allons remercier les gens qui nous ont laissé des commentaires. Nous avons Ludovic, un chef d'entreprise qui nous partageait son avis sur l'application Élysée. On a Michael Knight qui nous écoute certainement de K2000. Fred Bern, Gundrop des Landes, un Français, Eric Andelin et le Mérovingien. Et bien, si on n'a rien à rajouter, messieurs, on vous a épargné quand même le petit jingle chanté par Sébastien, puisqu'il fait beau aujourd'hui. Je peux juste faire le bruit d'ambiance, mais le jingle, mitigé. Ok, bon, on va commencer notre ABCDR avec la lettre A comme Apple. Et Xavier qui va nous parler donc des AirTags, les AirTags qui avaient défrayé la chronique il y a quelques semaines avec des voleurs qui s'en servaient pour dérober les voitures. Et donc Apple fait une petite communication par rapport à ça. Xavier, je te laisse. Effectivement, ces AirTags qui, pour rappel, pour ceux qui connaissent pas, ce sont ces petits trackers miniatures qu'Apple a lancé sur le marché il y a peu. Ça a eu un certain succès, mais ça a effectivement aussi fait parler de pas toujours en bien, puisque on a eu des personnes qui ont fait du bruit parce qu'elles ont subi une utilisation un petit peu détournée de l'AirTag qui avait été cachée notamment dans leur voiture. Donc on sait qu'il y a des voleurs apparemment qui ont commencé à placer des AirTags dans les voitures pour pouvoir les suivre et pouvoir aller les dérober tranquillement quand la voiture est sans doute chez le domicile du propriétaire ou autre. Mais donc voilà, quand ils croisaient une voiture d'un certain budget, ils mettaient un petit AirTag caché sur la voiture ou dans la voiture. On a également dissimulé des AirTags dans les poches de certaines personnes pour pouvoir les suivre. Et donc suite à tous ces messages de plaintes, Apple a multiplié des alertes en tout genre auprès de sa communauté et a expliqué qu'il était très important de faire attention aux alertes qui peuvent survenir sur les iPhones. Alors malheureusement, c'est que sur les iPhones évidemment, pour dire qu'un AirTag vous suit. Alors la solution que Apple a mis en place, c'est que les AirTags ont été récemment mis à jour pour rendre le suivi des personnes et des objets un suivi qui est non désiré de plus en plus compliqué. Et Apple explique que, je cite, tout AirTag détenu pendant une durée prolongée par une personne qui n'est pas celle qu'il a enregistrée émet un son lorsqu'il est déplacé, ce qui vous permet de le retrouver même si vous n'utilisez pas d'appareil iOS. Et donc c'est ce petit son qui va avertir les gens qu'ils sont suivis par un AirTag qui serait caché. Et donc dans le cas où on retrouverait un AirTag qui ne nous appartient pas, on va pouvoir scanner l'AirTag avec son téléphone iPhone, évidemment, donc iOS. Donc c'est ce que Apple recommande pour pouvoir identifier le propriétaire de l'AirTag qui aurait pu le déclarer volé. Mais bon, voilà, c'est une solution qui s'adresse encore à mes yeux pour le moment un peu trop juste à la communauté des possesseurs d'appareils de la marque à la pomme, mais il y a quand même un point positif, c'est le petit bruit qui va sonner et qui va nous avertir qu'on est traqué finalement sans qu'on le sache. D'accord, donc si dans la rue, en étant piéton, j'entends une voiture qui bip, c'est qu'il y a un AirTag dedans qui n'appartient pas au propriétaire qui l'a conduit. C'est ça. Ouais, le petit jeu maintenant, ça va de mettre une sonnerie de téléphone qui ressemble à l'AirTag. Tout le monde va se retourner. Voilà. Je suppose que de toute façon, il y a toujours moyen de le désactiver. Si tu veux faire quelque chose de mal intentionné, désactiver un petit son, ça me paraît pas non plus totalement impossible. Ouais, c'est moins out of the box, mais c'est pas totalement infaisable. Donc, ouais, tout à fait.
C'est assez dingue comme cette techno en peu de temps, alors qu'il y a des bons usages, ça a été détourné malheureusement pour malice, par pas mal d'utilisateurs. Donc c'est assez dingue l'utilisation, enfin, l'intelligence des gens qui ont envie d'utiliser une techno à mauvais escient. Voilà. En même temps, c'était prévisible, hein, non? Si ça l'était, Apple l'aurait probablement proposé quelque chose de base. Tu vois, ici, ils doivent réagir sur ça. Il faut parfois l'esprit un peu tordu. Ouais. Oui, mais bon, je pense que il y a quand même une étude. Ils n'ont pas lancé ce produit-là comme ça sans y réfléchir. Il y a certainement une étude marketing. Ça répond à un besoin. Ils se sont dit qu'ils pouvaient faire de l'argent avec ça. Et je pense que voilà, il y a des petits malins qui se sont dit, bah tiens, je peux peut-être espionner ma femme, je peux peut-être voler des voitures, je peux peut-être faire un tas de choses. En soi, ça contribue peut-être au succès de l'AirTag aussi, finalement. Hein, on ne sait pas. Quand on parle d'un produit... ça fait du bruit. Parce que si tu y penses, il y a plein de trucs que tu peux faire. Tu le colles en dessous d'un camion avec les billets et tu peux commencer à suivre un petit peu ces chemins tous les jours pour savoir par où les camions blindés passent. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux analyser. Mais il y a un journaliste qui a fait une étude comme ça. Avec des colis Amazon qui l'avaient renvoyé. Mais bon, enfin, cette techno de tracking, par exemple, de remorque de semi-remorque, ça fait très longtemps que ça existe. Après, c'est vrai que l'AirTag a démocratisé réellement le géo-tracking. Oui, mais ça existait par GPS. Ici, c'est que ça utilise les téléphones qui sont en proximité. Ouais. Et donc, c'est beaucoup plus petit, ça tient plus longtemps. Et donc, techniquement, tu veux le coller sous un camion, ça te prend 2 secondes. C'est clair. Ok, et ben écoutez, méfiez-vous si vous entendez des bips autour de vous, ça peut être des AirTags. On va passer au second sujet, avec toujours la lettre A, Sébastien qui veut nous parler de ARM, qui devait se faire racheter par Nvidia, et finalement non. Oui, alors le nom n'est pas encore totalement ferme et définitif, mais ça commence quand même ça fleure le nom. Et donc, qui dit non? L'Europe et les États-Unis. Pour une fois, ils seraient plus ou moins d'accord. Ce serait assez amusant. Et donc, c'était un deal à 40 milliards que Nvidia avait sorti pour racheter ARM. Ça fait déjà, je pense que c'était en 2020, parce qu'il faut un certain temps pour que ce soit accepté, que le dossier passe et compagnie. On n'est pas sur des petites sommes et des petites sociétés. Pour rappel, ARM, c'est détenu par SoftBank, donc fonds d'investissement japonais, si je ne me plante pas, et en tout cas asiatique. Et donc, ici, si ça ne se passe pas, c'est pas... c'est triste pour Nvidia, ils avaient envie d'un deal et de pouvoir intégrer directement ARM dans la boîte. Ça coulait un peu de source face à un Intel ou un AMD qui finalement font un peu la même chose que ce qu'aurait voulu faire Nvidia. Mais c'est pas non plus un drame parce que Nvidia de toute façon continuera à avoir une licence pour faire de l'ARM. Donc ce qui est à perdre pour Nvidia, c'est la main mise sur ARM, mais ça ne menace pas Nvidia. Ce qui est un petit peu plus problématique pour ARM, parce qu'ARM est quand même une plus petite boîte et il s'adossait à Nvidia et son trésor de guerre. Néanmoins, ce serait pas totalement une sortie perdue pour ARM, parce qu'on chuchote qu'ils préparent la sortie des deux côtés, tout en essayant de réussir le deal. Mais la sortie pour ARM, ce serait une potentielle entrée en bourse pour que effectivement SoftBank puisse de toute façon se défaire d'une bonne partie des stocks d'ARM et donc récupérer un peu de cash. Sauf que si SoftBank fait une IPO effectivement avec ARM, vu que le deal vient de s'éclater avec Nvidia, et pas sûr que les premières valos d'ARM en bourse soient non plus exceptionnelles. Donc voilà, fondamentalement, ça ne change rien pour monsieur tout le monde, ou peu en tout cas. Il n'y a pas d'impact sur la production ou autre. Il n'y a pas d'impact sur la production, le deal s'est pas fait, il peut toujours se faire, mais sauf surprise, il ne va pas se faire. Et c'est pas le seul deal qui ne s'est pas fait. Microsoft s'est fait refuser il n'y a pas tellement longtemps de racheter Nuance. Nuance, c'était, si ma mémoire est bonne, ceux qui faisaient des outils vocaux. Et donc,
reconnaissance de texte, de voix et inversement. Speech to text. Ouais, merci. Et Visa s'est fait refuser à acheter Plaid il y a quelques semaines aussi, etc., etc. Donc ça arrive de temps en temps, c'est moins médiatisé que le deal Nvidia ARM. Donc voilà, affaire à suivre. On aura certainement le dénouement cette année, je ne vais pas dire dans les prochaines semaines, parce que c'est des choses qui prennent quand même un certain temps. Oui, on a parlé beaucoup d'Nvidia la semaine dernière, notamment avec les nombreuses cartes qui sortent. Et c'est vrai que c'est vrai qu'Nvidia en ce moment est sur une pente ascendante au niveau de son développement qui est assez impressionnante. Et bon, ARM aurait été un beau deal. Mais le minage de Bitcoin, à mon avis, a pas mal boosté les ventes aussi. Hein. L'air de rien, ça a dû faire rentrer de l'argent frais dans la boîte. Ok. Xavier, un autre commentaire sur cette news ? Non, moi je me posais la question justement sur l'impact sur la production, mais ça m'a répondu, donc tout est dit. Ok. Sujet suivant, avec la lettre D, D comme Deep Learning. Donc là, c'est une application du Deep Learning chez Amazon qui cherche à réduire le gaspillage pour le packaging dans ses entrepôts. Je te laisse développer. Effectivement. On parle beaucoup du gaspillage qui est lié à tous ces emballages d'Amazon, etc. Je pense que Amazon a été, parmi d'autres, un très mauvais élève pendant tout un temps. Moi, je me souviens d'avoir reçu des tonnes de colis où finalement on recevait une énorme boîte pour une toute petite boîte à l'intérieur et donc des tonnes de cartons qui étaient gaspillés. Un des soucis qui était lié à ça, c'est que pour choisir le type d'emballage, il aurait fallu à cette société inspecter manuellement chacun des emballages, ce qui n'était humainement pas faisable vu le nombre de colis qu'il traite. Donc il était impossible pour une personne d'analyser tous les types de colis et de dire pour ce type de colis-là, on va mettre tel emballage, d'autant que ces produits varient tout le temps, etc. Et donc la solution qui a été mise sur place par Amazon, c'est une combinaison de deep learning, de traitement du langage naturel et de vision par ordinateur qui leur a permis de choisir le bon emballage pour chacun des produits. Alors ces outils ont aidé Amazon durant ces 6 dernières années et l'impact que ça a eu sur ces 6 dernières années, c'est que ils ont pu réduire le poids des emballages par expédition de 36%. Ça représente quand même 1 million de tonnes d'emballages, principalement carton en moins, ce qui équivaut à 2 milliards de cartons d'expédition. Donc pas mal d'articles, pas mal de cartons évités. On peut toujours faire mieux. Avant ça, ils avaient difficile à choisir le bon emballage parce que il y a une question de taille, il y a une question de poids, de fragilité. Il y a le fait que certains emballages sont déjà emballés pour prédire si un produit donné pouvait être expédié en toute sécurité, ils devaient choisir un type d'emballage bien précis. Et c'est là que le machine learning va se baser d'une part en grande partie sur le texte du site d'Amazon, puisque sur base du texte de la description de l'article, ils ont le nom, la description, le prix, les dimensions de l'emballage, etc. Mais c'est pas suffisant. Donc le modèle a été entraîné sur des millions d'exemples de produits avec différents types d'emballages. Mais ensuite, on a également les commentaires des personnes qui reçoivent les colis. Et donc, quand une personne dit en commentaire, ben voilà, mon colis était bien emballé, etc., ils savent qu'il n'y a pas eu de souci. Et à l'inverse, quand les personnes se plaignent en disant j'ai reçu mon colis qui était ouvert à moitié ou bien qui a été abîmé pendant le trajet, etc., ils vont analyser ça et en tirer des conclusions et modifier du coup le packaging en sachant que voilà, si plusieurs personnes ont une tasse qui est arrivée cassée, ça veut dire qu'elle n'était pas suffisamment emballée et qu'il faut un emballage un peu rempli par exemple, alors que un emballage qui est déjà dans un emballage, ben quelqu'un peut se plaindre mais ça fait trop de carton, il y a déjà un emballage, pourquoi est-ce qu'on en met un autre? Et donc ils ont tiré comme ça pas mal de leçons. Et puis il y a encore une autre partie, c'est des photos d'articles qui ne sont pas toujours représentatifs. C'est-à-dire que on a parfois une photo d'un article qui dit voilà, vous allez acheter 5 lampes par exemple de tel type, et dans la photo on voit une lampe. Et donc le machine learning là ne suffit pas parce qu'on va simplement se baser sur
une image qui représente une lampe, alors qu'il y en a plusieurs dans le paquet. Et donc, ils ont créé des espèces de tunnels avec des vidéos qui sont analysées par des ordinateurs et qui vont détecter du coup qu'il y a plusieurs articles en même temps, que le produit est déjà suffisamment emballé, que le produit a telle taille, et qu'il a tel défaut qui est susceptible de poser un souci, et ils ont réussi comme ça à améliorer fortement à diminuer le gaspillage. Alors ils ont annoncé aussi qu'ils essayaient de travailler pour améliorer la compréhension d'autres langues, etc., pour encore aller un peu plus loin. Et donc voilà, on critique Amazon sur pas mal de points, et là je pense qu'ils ont quand même une avancée sur pas mal d'autres sociétés qui font des paquets. Voilà, je reçois encore d'autres sociétés, des paquets qui sont suremballés. Et c'est vrai que ça a l'air de plus en plus efficace. C'est certes, mais je me faisais une réflexion. En fait, bon, on sait qu'il y a des entrepôts Amazon, il y en a de plus en plus. Il y a plusieurs problématiques. Le problème est assez complexe en fait. On peut se dire, Amazon met un carton autour de plusieurs pour grouper une commande et donc mettre dans un même carton, dans un seul emballage, plusieurs petits produits. Ça peut être une première raison. Après, c'est vrai que je me suis toujours demandé, imaginons qu'on ait des produits qui sont déjà dans des cartons d'une certaine taille, ça sert à quoi de mettre un carton autour d'un produit qui est déjà emballé, qui a déjà un carton? Il suffirait juste de coller l'étiquette d'expédition dessus. Et puis, quand vous passez une commande chez Amazon, ça arrive souvent, hein, ça vient de différents entrepôts, donc ils fragmentent beaucoup la commande en différents cartons, différents paquets, différents cartons qui viennent, à mon avis, d'endroits différents. Donc, c'est vrai que le problème est assez complexe, mais c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question, pourquoi mettre un emballage par élipidique autour d'un objet qui est déjà par élipidique? La vie privée. Confidentialité, ouais. La confidentialité, on n'a pas toujours envie de savoir quel dernier jouet tu as acheté pour chez toi, ou quelles sont tes lectures préférées. Enfin, voilà, je crois que c'est une des principales raisons. Et puis pour les objets de valeur, tu as toujours le risque du transporteur qui va perdre un objet en chemin parce qu'il lui plaisait, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est aussi pour éviter ce genre de choses-là. Ouais, certains, mais utiliser une autre technique pour ça, pour utiliser ne pas utiliser une autre caisse, c'est les emballages plastiques autour. Mais c'est pas non plus hyper écologique, parce que tu te retrouves avec un énorme plastique qui fait le tour de tout ton truc. Donc après, j'ai déjà vu des solutions alternatives avec des emballages réutilisables. Enfin, Amazon a bien su faire des Amazon Locker. On pourrait se dire aussi que dans ce même locker, on pourrait redéposer un emballage qui peut être réutilisé. Mais il me semble que c'était en France qu'il y avait un truc comme ça, un projet où justement peut-être que j'ai plus le nom en tête, mais c'était un genre de valise et tu recevais la valise et puis tu pouvais la réutiliser, la réenvoyer. C'était peut-être même moi qui l'ai chroniqué. C'était Boulanger qui faisait ça. Ça me dit quelque chose, mais ça fait quelques années. Mais oui, voilà, il y a des solutions. Après, est-ce qu'elles sont économiquement rentables et est-ce qu'on est capable de réutiliser et que le niveau environnemental ça soit rentable? Le débat reste entier. N'hésitez pas à commenter, hein, si vous avez les références dont on parle. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Sébastien, c'est bon? Oui. Ok. Et sujet suivant. Donc, avec la lettre D, D comme Diem. Alors, j'ai appris ça, je savais pas. Diem, c'est donc le nouveau nom de la Libra, Sébastien. C'est le nouveau nom de la Libra, mais c'est surtout le nouveau nom d'un projet qui est presque fini. Donc, effectivement, avec retour en arrière, il y a quelques années, Facebook nous annonçait qu'il lançait un projet en Suisse pour créer une crypto avec plein d'acteurs aussi prestigieux les uns que les autres. Il y avait du Facebook, évidemment il y avait Facebook, il y avait du Visa, et il me semble que PayPal était aussi dans le truc, et plein d'autres énormes boîtes, et c'était Libra. Donc ça a fait une petite levée de bouclier à l'époque, hein, en disant on n'a pas envie que Facebook gère notre argent. Finalement, au fur et à mesure des années, le projet
pas avancer plus que ça, un peu de tollé au niveau législatif, parce que quand c'est quelque chose qui est géré par une série d'individus comme Ethereum ou Bitcoin, où on ne sait pas directement derrière, ça fait moins peur au public que quelque chose qui est géré par une multinationale. A priori, l'argent, aujourd'hui, on préfère qu'il soit géré par l'État et pas par une société privée. Voilà, tout ça faisant, à un moment, effectivement, Facebook s'est dit, bon, on va renommer le truc Libra en Diem, comme ça, tout le monde, il a oublié ce que c'était. Tous ceux qui sont partis du projet, on en a un nouveau. Et finalement, peu de temps après, maintenant, on en arrive à l'association Diem qui est en train de regarder qui a apporté quoi pour chacun refaire ses petites valises et dire, tu retournes chez toi, finalement, le projet ne verra jamais le jour. Peut-être qu'on va se concentrer uniquement sur un métaverse, parce que la crypto, c'est un domaine qui est trop compliqué pour Facebook, en tout cas d'un point de vue politique, parce que technologique. Je ne pense pas que ce soit impossible pour leur tech. Oui, ils ont les moyens de toute façon d'engager les personnes qu'il faut. Donc c'est la fin. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de Meta dans la crypto, mais en tout cas tel que c'était proposé par Libra, ça sent effectivement le sapin. La fin, le sapin. Mais ça avait fait grand bruit quand même quand la Libra est sortie. Je me souviens, on avait chroniqué quelques épisodes sur cette news-là. Ouais. Mais bon, voilà, ça, on va le mettre à côté du cimetière Google, le fameux cimetière con. Ouais, le cimetière Meta Facebook est quand même nettement plus léger que pour l'instant. De Google. Google, c'est... Voilà. Pour l'instant, il y a des concessions libres. Personnellement, je trouve que c'est pas une mauvaise chose en soi. Je pense que c'est mieux effectivement d'avoir. Maintenant qu'on a des bitcoins, des Ethereum, des crypto-monnaies qui sont vraiment décentralisées et qui ne sont sous l'emprise de personne, je pense que c'est une bien meilleure chose de laisser ça comme ça et de ne pas laisser une société privée qui en plus n'est pas toujours respectueuse de la vie privée des gens. De mettre la main là-dessus, quoi. Donc, moi, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle, personnellement. À la base, c'est surtout un problème politique, parce que qu'une petite boîte de 2 pelés 3 tendus ou que des développeurs un peu tous ensemble dans le monde entier créent un truc, c'est difficile pour un État de lutter parce que t'as pas un lobbying que tu peux faire politiquement. Cette boîte n'a pas besoin. Les gars d'Ethereum n'ont pas besoin d'exister dans tel ou tel pays. Tandis que Facebook, il y a quand même des énormes intérêts commerciaux derrière. Donc, si leur président américain dit non, nous, on n'en a pas envie, c'est assez délicat. Si la réglementation américaine bloque le truc, si une réglementation, comme on en a eu beaucoup ces dernières semaines, dit non, en Chine, on veut pas de crypto, ou en Russie, on veut pas de crypto, bon, c'est pas grave, ça continue à fonctionner dans les autres pays. Si c'est le pays qui est la maison mère d'une société qui l'édite, ça devient beaucoup plus gênant. Je pense que cette année, il y aura quand même encore beaucoup de news dans ce sens-là et pas mal de jeux politiques, parce que c'est un peu le jeu pour le moment. Un jeu de pouvoir entre nous, on est les maîtres de l'argent et pas des projets digitaux. Oui, des jeux dangereux en ce moment, oui, au niveau politique. En effet. Je ne commenterai pas, mais oui, des jeux dangereux. Ok. Lettre suivante, je vous avais dit qu'on ferait un petit tour dans l'espace, c'est la lettre I comme ISS. Xavier, on a quelques news de l'ISS qui se met au 7e art. Alors là, ça regroupe un petit peu deux domaines qui me plaisent beaucoup, le 7e art et tout ce qui se passe dans l'espace. On a entendu il y a peu de temps qu'il y a déjà un premier film qui avait été tourné, qui s'appelle The Challenge, tourné par la Russie à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un film pornographique? Je ne l'ai pas vu. Donc, ils sont nus sous le scaphandre. Voilà, ils sont passés devant les États-Unis dans la course au cinéma dans l'espace, même si on a
probablement tous entendu que Tom Cruise allait également tourner un long métrage réalisé plutôt par Doug Liman, à qui on doit Edge of Tomorrow, donc un film de science-fiction. On ne sait pas encore exactement de quoi va parler le film, mais donc ça, ce sera un des prochains films. Et la news ici, c'est que l'ISS va se voir rajouter un nouveau module qui va s'appeler SEE1 d'une entreprise américaine et qui va permettre de produire des films, des séries, du divertissement, même des programmes sportifs. C'est la société Axiom Space qui sera derrière ce module, qui sera dans un premier temps rattaché à l'ISS, mais qui, d'ici 2028, devrait pouvoir s'en séparer complètement. Alors, le but, évidemment, c'est de créer des nouveaux types de contenus, avoir des effets spéciaux qui seront sans doute peut-être justement un peu moins spéciaux, puisque on va avoir moins recours à des artefacts pour pouvoir simuler une présence dans l'espace. Mais ça m'interpelle d'un autre côté. Donc, à la fois, je suis emballé parce que ça va nous donner un contenu tout à fait nouveau, et en même temps je me dis, est-ce que on a vraiment notre place pour faire du divertissement, etc. Ça va quand même coûter très cher, ça c'est une chose, mais on va polluer, donc ça veut dire qu'il faut envoyer des ressources, consommer du carburant, etc. pour faire quelque chose qui ne sera que ludique. Donc là, je m'interroge un petit peu. Je suis vraiment pour la conquête spatiale et tous les tests en laboratoire qui ont fait avancer la science, la médecine dans plein de domaines. Mais ici, je me pose quand même un petit peu la question, même si je serais un des premiers à regarder ces genres de films aussi. Mais voilà. Ouais, la question c'est, est-ce que c'est moins cher de créer ces scènes-là sur Terre ou d'aller les tourner là-haut? Mais il y a le côté écologique aussi, c'est surtout ça. Parce que le coût, c'est une chose, mais ce sera rentable. S'ils le font, c'est que c'est rentable. Mais il y a un aspect écologique aussi. Yeah. Sébastien? Ouais, l'aspect écologique ou économique vis-à-vis de l'art, je sais pas si c'est vraiment à l'art de porter le poids de ce genre de choses. Si quelqu'un a envie de faire du cinéma, de l'art, ou qu'on se dit, bah non, on va faire un atelier de peinture dans l'espace, so be it, c'est de l'art. L'être humain, on est quand même encore un peu fait pour ça, et pas juste de la science. La science, c'est très bien, à partir du moment où on peut... sortir quelque chose qui permet aux gens de s'exprimer et de faire, quelle que soit la forme d'art. Je trouve ça assez positif que ce soit associé à quelque chose de scientifique, finalement. La pollution, c'est un point qui doit être réglé de manière plus globale. Quand on envoie Tom Cruise dans l'espace, ok, voilà, avec un peu de chance, la navette va exploser. Donc, si c'est dans le scénario, c'est bon. Voilà. Mais c'est plus inquiétant d'autres choses dans l'espace. Si tu fais du tourisme spatial et que tu en envoies une navette toutes les semaines, finalement, par rapport à ça, un mec qui va faire un film ou 2 films par an dans l'espace, c'est peut-être pas non plus un drame. Donc, globalement, c'est la conquête de l'espace qu'il faut réussir à réduire son empreinte, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut encore réduire dans nos consommations. Ouais, ils peuvent peut-être tourner une scène d'un film, hein. Ça peut être pas forcément une équipe complète pour un film complet. Ah oui, mais j'imagine bien que ce sera... Voilà, c'est comme un... Il y a quand même beaucoup de gars qui vont arrêter de faire du cinéma, hein, parce que faire du cinéma sur une planche, sur des planches et le plancher des vaches, ça va. Et après, on te dit non, mais Coco, on va t'envoyer dans l'espace, t'as une chance sur 100 d'exploser en vol. Et de plus faire de films après. Et tu seras une star. Écoute, il y a des acteurs en France en ce moment qui perdent la vie pour moins que ça, hein. Ils descendaient une piste bleue, donc comme quoi, voilà. Ok, sujet suivant, Sébastien, avec la lettre L, tu vas nous parler de Linux et d'une faille Linux Polkit. Ouais. Il y en a quelques-unes pour le moment, des failles. Ici, c'est un vieux truc de 12 ans
qui sort et c'est dans Polkit. Donc c'est un petit tool qui permet d'exécuter, enfin c'est un PKExec qui permet d'exécuter des commandes avec des droits admin. C'est quasi sur toutes les machines, toutes les distributions, toutes les plus connues. On retrouve ce package de base, y compris sur les serveurs. Hein, donc on va retrouver ça sur des Ubuntu, des Red Hat, des Fedora. On trouve vraiment ça partout. Et donc c'est un problème parce que la vulnérabilité permet à un utilisateur standard d'accéder à des droits administrateurs. C'est une augmentation de privilèges. Donc, si effectivement on arrive en tant qu'administrateur, ben là, on a tout pouvoir sur la machine et c'est la fête dans le slip. Et comme il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels on sait exploiter, de faire tourner, il y a des milliers des exploits. On peut faire tourner quelque chose sur un serveur qu'on ne possède pas parce qu'on a pu exploiter un WordPress et qu'on a pu faire un exec en PHP, etc. Mais c'est la première faille qu'on va trouver, c'est dans un WordPress, un Drupal ou Joomla ou que sais-je encore. Le deuxième, c'est effectivement l'escalade pour arriver à prendre contrôle de la machine. Et grâce à ce PKExec ici, en gros, toutes les machines sous Linux aujourd'hui sont exploitables. Donc, je vous enjoins à faire une petite mise à jour si vous avez une machine sous Linux, un serveur sous Linux encore plus. C'est pas très compliqué, ça prend 2 secondes et les distros les plus connus ont déjà une mise à jour dispo. Donc voilà, petit conseil sécurité du jour, fait jamais de mal. C'est fou ça, 12 ans 12 ans 12 ans avant que quelqu'un le trouve. Ouais. Et est-ce qu'on sait si ça a été exploité ? Non. C'est toujours la question un petit peu avec ce genre de faille. Est-ce que quelqu'un l'a découvert depuis longtemps oui, en fait, elle a été découverte il y a longtemps. Elle a été découverte en 2013. Ouais, donc ça fait et là, effectivement, il y a un tech qui avait, sur son blog, envoyé un patch et dit, voilà, il faut corriger ce truc. Cette faille existe. Donc, publiquement, elle était là. Est-ce qu'elle a été exploitée ? Difficile à savoir, mais en tout cas, c'était dans le domaine public, le fait qu'elle existe. Et personne ne l'a jamais corrigé parce que ce message est passé complètement sous la pile. Sous la pile. Donc c'est possible. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans et qui profitent de ce genre de choses. Malheureusement. Ok, bon écoutez, vous le savez. À vous de faire les correctifs qui s'imposent. La lettre O, Xavier, avec open source, une alternative libre à macOS. On va rester dans le sujet. On était dans Linux, on va y rester un petit peu indirectement. Donc on sait qu'il existe un bon nombre de systèmes d'exploitation. Il en existe aussi des open source qui visent à cloner des systèmes propriétaires. Donc on a des systèmes d'exploitation comme macOS, comme Windows. Il y a des distributions Linux, il y en a plusieurs. On connaît la plus connue, Ubuntu. On a Fedora, etc. Sébastien en parlera encore mieux que moi. Mais on a des systèmes d'exploitation qui sont destinés à recopier, ou en tout cas qui veulent essayer de s'approcher le plus proche possible de l'expérience utilisateur de systèmes d'exploitation qui sont plus réputés. On a par exemple ReactOS qui est un clone de Windows et en particulier de Windows Server 2003. On a FreeDOS qui est un clone du MS-DOS par exemple. Donc pour rappel, MS-DOS c'était propriétaire. C'est pas parce qu'on ne voit pas tous les petits logos et les animations Windows, mais c'était propriété de Microsoft. Avant qu'on utilise Windows. Et on a maintenant un petit nouveau venu qui s'appelle RxOS. Et RxOS veut assurer une compatibilité source et binaire avec les applications macOS. Donc on vise à pouvoir lancer des applications qui sont faites pour macOS depuis cet environnement-là. Donc ça, c'est quand même une grosse révolution puisqu'on sait que Mac essaye de protéger ses applications et vraiment c'est un environnement tout à fait différent du reste. On sait que Windows, depuis un moment, on peut faire tourner des applications Linux maintenant. L'inverse est vrai aussi avec Wine, par exemple. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Maintenant, c'est pas encore tout à fait gagné. Juste interrompre, vu qu'on est qu'en audio, RX, c'est AIRYX.
OS. Hein, Oui, j'ai mis si vous cherchez. Voilà, mais on vous va aurez mettre les en liens. Description, comme d'habitude. On mettra le lien comme d'habitude, effectivement. Donc on va en plus de simplement faire tourner les applications, on va essayer de se rapprocher de l'interface connue de macOS, la gestion des fichiers comme pour les Mac. Donc ils veulent un environnement, le développeur dit agréable à utiliser, sécurisé, une conception stable et performante. On va avoir un partage de ressources et de code avec le système, une distribution FreeBSD. L'interface se veut comme Mac, mais pour le moment, la version actuelle qui est la 0.3.0, on ne sait pas encore faire grand-chose avec. Donc c'est pas encore du tout mature comme projet, mais pour ceux que ça intéresse, on peut quand même voir que depuis la toute première version développeur qui date de mai de l'année dernière, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, beaucoup d'améliorations. Donc c'est un projet qui, s'il est supporté un petit peu comme Wine l'est dans l'environnement Linux pour recopier Windows, pourrait voir le jour assez rapidement. Donc rx.org, mais le lien sera en description. Et du coup, ça s'installe ça peut s'installer sur une machine, sur tout type de machine. Le but, ce sera de faire comme un Linux, donc de pouvoir s'installer sur n'importe quel type de machine. Ouais. Non, de faire comme un macOS. Ouais. Non, mais je veux dire, comme pour Linux, tu vas pouvoir l'installer sur n'importe quel type de machine. Donc, je peux l'installer sur un Mac, Alors, je ne sais pas, il y a sans doute une limitation aussi au niveau des processeurs, mais ça, c'est une compilation. Rien n'empêche, à mon avis, à ce que ce soit faisable. Sébastien, à terme, en tout cas. Ouais, l'install te demande pas grand-chose, ça a besoin de 4 Go et puis c'est parti, 4 Go de RAM. Et globalement, ils ont l'air de dire que tu peux l'installer sur un peu tout ce que tu veux, mais ils conseillent pour le moment sur la release de mettre ça sur une machine virtuelle parce que tu pourras pas en faire énormément de choses actuellement. Donc c'est un peu du preview. C'est une bêta de toute façon. Ouais, à mon avis, c'est pour intéresser des développeurs qui sont intéressés pour lancer le projet. Voilà. Ça va prendre quelques années avant d'avoir quelque chose. Par contre, je serais intéressé de voir les futures réactions d'Apple, même si le projet existe depuis le mois de mai de l'année passée. Alors, c'est peut-être encore un peu confidentiel ou trop confidentiel que pour que Apple s'en émeuve. Sorte du bois, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'Apple pourrait le faire contre ça, à part dire vous recopiez un peu trop notre interface, etc. Oui, mais c'est ta protection intellectuelle, que ce soit le fait ils utilisent la look and feel. Le look and feel, il y a des thèmes qui existent, et donc ça, effectivement, c'est difficile de lutter contre, mais Apple peut très bien décider demain de considérer que tous les thèmes qui sont utilisés pour copier OS X, que ce soit des thèmes pour GNOME ou pour Windows, soient totalement illégaux parce que c'est leur propriété intellectuelle. Ils ont des protections là-dessus. Le fait de mettre les tools, d'organiser de la même manière que OS X avec le /software, le / etc. Là aussi, il y a plein de choses sur lesquelles Apple... C'est facilement détournable quand même, parce qu'il suffit de changer de petites choses pour qu'on puisse plus tout à fait dire que ce soit pareil. Bon, t'as quand même une industrie qui vaut plusieurs milliards. Et le vrai enjeu, je pense que c'est de pouvoir faire tourner les logiciels, surtout, dans un autre environnement, tu penses pas? Donc aujourd'hui, t'as des logiciels qui sont développés pour Mac, qui ne tourne que sur Mac. Et je pense qu'un des premiers enjeux, c'est ça. C'est comme pour Wine avec Windows, on a des applications qui n'existent pas encore sous Linux et qui sont indispensables pour certaines personnes. Mais Wine est là pour leur permettre d'utiliser ce type de logiciel. Mais il y a une grande différence entre Microsoft et Apple là-dessus, c'est que Microsoft, ils ont souvent encouragé ce genre de truc parce que globalement, eux voient ça comme une extension de leur domaine. Tu prends effectivement Wine ou Mono. Mono, c'était pour C#. C'est une machine virtuelle qui a été commencée par un Belge d'ailleurs à l'époque parce qu'il n'y avait rien en libre et c'était juste du .NET sous Windows et c'était un peu limitatif. Donc le mec a dit ok, pas de problème, je vais faire la même chose mais en libre, et à tel point qu'à un moment Microsoft dit ouais ok, finalement ton truc il est tellement bien que je vais y participer, je vais l'utiliser, déployer, et Mono est devenu
un projet à succès. Mais donc, à chaque fois, ils voient ça comme une extension. Apple est plutôt très protectionniste en général quand ils ont une app qui est Apple ou qui fonctionne sur un matos Apple. Ils vont pas spécialement voir d'un bon angle que tu puisses utiliser cette app dans un autre environnement parce que, et là-dessus, je les comprends, parce que c'est leur philosophie, l'application ne va pas fonctionner de la même manière qu'elle va fonctionner sur ton Mac. Sur ton Mac, ils disent, on te garantit que voilà, ton application, elle est faite pour ça. C'est vraiment un état de pensée, ça, hein, parce que tu pourrais dire, voilà, moi j'achète la boîte réfléchit comme ça. Fais ce que je veux. Oui, mais c'est pas le principe, justement. Quand tu achètes un iPhone, tu peux pas en faire ce que tu veux. T'es bloqué. Si tu veux installer un truc, tu dois demander la permission à Apple de le faire. Si tu veux faire ça, ne pas avoir cette contrainte, t'achètes un téléphone Android et Android, pas de problème. T'installes ce que tu veux, c'est ton téléphone. Donc, c'est vraiment des manières de penser, effectivement, des philosophies qui sont très différentes. Donc, je serais pas étonné qu'à un moment Apple dise, oh Coco, là tu m'emmerdes. Ouais, c'est tout à fait juste. Ouais, c'est à suivre, mais bon, tout dépend de l'ampleur que prendra le projet. Hein. C'est toujours pareil. Si ça reste confidentiel, Apple les. Oui, ils s'en foutra. S'ils sont menacés et qu'il commence à y avoir un problème de compatibilité, que des gens commencent à se plaindre et que ça entache l'image d'Apple, ils vont par contre, s'il y a des gens, on finira là-dessus, mais s'il y a des gens qui se disent, oh tiens, je peux avoir toute l'user experience Apple avec du matos que j'achète pas chez Apple. C'est un problème. Ça va être un problème pour eux. Et le problème, je le vois tout de suite. Hein. Non, j'ai l'impression quand même aussi que la majorité des gens qui achètent Apple n'achètent pas ça que pour l'environnement, ils achètent ça aussi pour le matériel, etc. Et ça, dans ce cas-ci, il n'y a pas. Ouais. Ok, bah écoutez, affaire à suivre. On suivra cette RX OS avec intérêt. Lettre suivante, Sébastien, avec la lettre P pour publicité. Je vous avais dit qu'on finirait par des cookies. Et ben c'est quand Google fait Flock. Je te laisse expliquer. Ouais, alors c'est Flock. Ouais, c'est effectivement Flock. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, plein de gens qui nous écoutent, a priori, qui ça ne dit rien du tout. C'est une techno pour de la pub. Alors on s'explique. Aujourd'hui, si vous allez sur un site web, un e-commerce classique, il vous tape un cookie. Pour faire une session, ça c'est un cookie à lui, pas de problème, on fait ce qu'on veut dans un cookie de session, et en même temps, il vous tape un petit cookie, en général un third-party cookie qu'on appelle ça, parce que c'est un cookie qui ne vient pas de lui, c'est une boîte externe, et qu'est-ce qu'il va envoyer à cette boîte externe ? Toutes les pages sur lesquelles vous allez pour pouvoir, par exemple, se dire « Ah, Xavier, il a regardé pour une nouvelle télé ». Et donc, puis tu vas sur un autre site quelconque et à ce moment-là, tu vois, j'ai une pub pour une télé. C'est étonnant. Donc, voilà, aujourd'hui, effectivement, ça se passe comme ça. Cette techno du third-party cookie, ça touche à sa fin parce que, voilà, le législateur veut y mettre fin. Du coup, tous les acteurs de la pub, et un des acteurs qui fait le plus d'argent avec la pub, c'est Google. Et il a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Ce cookie, si on le supprime, il a un problème parce qu'il ne connaît plus le comportement des internautes. Donc les pubs ne sont plus ciblées. Donc ça va effectivement générer moins de revenus au niveau des affichages. Si ça génère moins de revenus au niveau des affichages, ça génère moins de revenus à Google parce que tu as besoin de plus d'affichage pour arriver au même résultat. Tu ne vas pas payer la même chose pour... Donc voilà, c'est vraiment une révolution en cours sur le marché de pub. Et Google avait sorti un standard en disant nous, on va faire Flock. Flock, c'est un système qui va faire des cohortes, donc rassembler des gens suivant leur comportement et se dire des gens qui vont sur tel et tel site, qui font telle page, on n'a pas de cookies, mais on arrive à, et c'est au niveau du navigateur que ça allait se faire, on va te mettre dans un groupe d'utilisateurs qui aiment les TV. Donc tu vas toujours avoir de la pub, mais tu
tu ne contrôles pas, c'est Google qui, suivant ton utilisation, allait créer ces identifiants pour toi et te mettre de la pub. Ça a fait un scandale, tout le monde a crié au loup, etc., etc. Google dit, ok, c'est bon, floc au placard. Maintenant, on va faire le truc suivant, et le truc suivant, c'est Topic. Donc, c'est de nouveau une nouvelle proposition de Google. Topic, ce serait quoi ? Ce serait de nouveau une nouvelle fonctionnalité au niveau de Chrome. Chrome te permettrait de définir tes centres d'intérêt. Donc, tu aurais une petite liste avec ce qui t'intéresse. Je veux les infos sur les TV, les technos, etc., etc. Et de ces centres d'intérêt qui sont définis et normés, eh bien, on te passera de la pub qui serait du coup liée au centre d'intérêt et plus du tout sur base de ton comportement. Donc ici, il faudra voir de nouveau comment le secteur réagit, parce que le secteur n'a pas de consensus. C'est Google qui propose un truc. Le secteur n'est pas trop fan de vouloir partager avec Google, parce que Google a une partie importante, mais très importante de la pub en ligne. Donc, je ne sais pas si cette techno va fonctionner. Je la trouve un peu, finalement, assez simple. Je doute que ce soit réellement utilisable. Et du coup, ça serait volontaire, c'est-à-dire que c'est volontaire et il y a un apprentissage. Hein, donc, ce serait les topics ici, ils seraient proposés sur base de tes visites, mais seraient stockés au niveau du navigateur, et c'est toi qui pourrais les consulter, les modifier, etc. Et c'est Chrome ou Chromium ? Enfin, c'est le moteur. C'est Chrome. Donc, bon, ça nous laisse encore le choix du navigateur. Hein. Et l'utilisation du nom Topic il y a aussi un but de simplification pour les gens. Hein. Donc t'avais des cookies qui avaient un contenu qui n'était pas toujours très compréhensible. Ici, comme on parle de topics, c'est-à-dire des sujets, les sujets vont être cités de manière compréhensible pour tout un chacun, et donc tu vas pouvoir dire, ok, moi ce sujet-là, je veux bien que ce topic-là, donc je veux bien qu'on me suive à propos de ça, mais celui-là, je ne veux pas, et donc tu vas pouvoir supprimer des topics qui t'intéressent ou pas. Ouais, intéressant. Intéressant pour être traqué de manière sélective. Après, on en a parlé déjà de très nombreuses fois. Sachez qu'il existe plein de navigateurs différents, dont certains, on avait fait l'écho de la sortie de Brave à une époque, qui par défaut ne vous traque pas. Oui, mais il fait son argent autrement. Mais oui, maintenant, le third party cookie, on n'en a pas encore vu le bout. Hein. Je suis pas sûr que cette année-ci sera terminé, parce que il y a la partie législateur et il y a la partie navigateur, et aujourd'hui il y a pas de loi qui interdit le third party cookie. C'est Google qui essaye de faire on est gentil et vous avez vu, vous n'avez pas besoin de légiférer parce que on le fait nous-mêmes de ce côté-là. Et eux ont prévu dans Chrome de supprimer les third party cookies à partir de, je sais plus, je pense que c'est l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Et pour ce point-là, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, eux se sont pris une plainte en Allemagne, parce qu'un consortium d'annonceurs ont dit, mais il n'y a pas de loi qui aujourd'hui l'interdit. Google n'a pas à interdire le third party cookie dans Chrome. Donc c'est un bordel un peu sans nom. Mais voilà, aujourd'hui, il s'attaque à Google, mais si on prend Apple a déjà fait aussi pas mal de modifications et de choix, disant nous, on ne veut plus ça non plus. Et bon, pourtant, Apple n'est pas traîné devant les tribunaux pour ça. Et ce qu'ils ont appliqué est aussi largement au-dessus de ce que demande la législation. Donc, on a un petit peu l'impression que certains GAFA, tout en faisant des conneries, essayent de montrer... on fait quelque chose de bien pour la vie privée. Montrer pas de blanche. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. Et puis, ces cookies, de toute façon, je pense il y aura des modifications, mais on n'en sortira jamais. On sera toujours traqué d'une manière ou d'une autre. Oui, mais après, j'arrête là-dessus, parce que sinon je peux en parler pendant des heures. La question, c'est vis-à-vis du consommateur, c'est est-ce que c'est un réel problème pour le consommateur ? Parce qu'aujourd'hui, les législateurs prennent
le pli de dire on doit faire certaines choses, et Google, etc., de dire ouais, on doit faire, on va interdire tout ça. Personnellement, pour la protection des consommateurs. Ouais, pour la protection du consommateur. Personnellement, moi, qu'on sache, il y a des abus, mais qu'on sache que j'ai été voir la page pour telle ou telle télé et qu'on me fasse une offre en conséquence, ça me choque pas plus que ça. Mais c'est pas hyper transparent, mais ça ne me choque pas outre mesure. C'est pas pour ça que je me reçois 50 spams sur pour acheter une télé, ou que je reçois des courriers dans ma boîte. Donc, je suis pas sûr que ça correspond réellement à une demande consommateur. Ok, bon, chacun y verra. Midi à sa porte. Laissez-nous vos avis. Laissez-nous vos avis, oui, sur le tracking. Dernier sujet, c'est l'instant détente, c'est le oui mais non, lettre W, où on trouve toujours un petit sujet insolite, un petit peu borderline, un petit peu dérangeant, un petit peu marrant, voilà. Et c'est Xavier qui s'y colle cette semaine avec un oui mais non sur une étude scientifique sur les poissons rouges. Alors ici c'est plutôt insolite parce que l'étude en soi m'a quand même intéressé, on va dire. C'est une étude israélienne qui prétend que les poissons rouges peuvent conduire des véhicules terrestres. Vous avez bien entendu, donc le but c'est pas d'avoir un petit poisson rouge qui va conduire votre Tesla. Qui sait, hein, peut-être que ce sont des poissons rouges finalement qui sont utilisés. On sait qu'il y a des IA qui sont pilotées par des personnes finalement à salaire assez bas. Ici peut-être que ce sont des poissons finalement et que c'est pas de l'IA qui pilote les Tesla, je ne pense pas, mais voilà, les chercheurs de l'université Ben Gurion israélienne ont installé un poisson rouge dans un aquarium. Cet aquarium était posé sur une plateforme roulante robotisée, donc en gros on dirait un petit peu une desserte avec des roues simplement ou un petit véhicule lunaire qui est une étagère sur laquelle on a mis cet aquarium, et le véhicule est contrôlé par les mouvements de l'animal. Donc en fait, les chercheurs ont attaché des caméras au-dessus de l'aquarium qui vont positionner le poisson dans l'aquarium, et un ordinateur analyse les images et guidait le véhicule en fonction de la position du poisson. Donc quand le poisson rouge se rendait dans la partie avant de l'aquarium, le véhicule avançait, et lorsque le poisson restait dans la partie arrière, il restait immobile. Je pense même qu'il pouvait tourner, c'est à vérifier, mais je pense qu'il pouvait tourner aussi. Il y a une vidéo dans laquelle on voit, en fait, en fonction de la paroi sur laquelle le poisson rouge met son nez, le véhicule tourne dans ce sens-là. C'est ça. Et donc, d'un point de vue purement technique, je pense que c'est pas, en soi, c'est pas hyper compliqué. Je pense que c'est à la portée même de plusieurs étudiants qui font un peu de programmation et de robotique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont constaté qu'avec un petit peu d'entraînement, le poisson a réussi à joindre une cible, c'est-à-dire que ils ont mis une cible, et chaque fois que le poisson atteignait la cible, ils lui ont mis une toute petite dose de nourriture. Et donc, voilà, l'idée c'est que ce poisson finalement il s'est habitué à ça, il s'est rendu vers la cible, et il a même réussi à éviter des obstacles entre guillemets ou des cul-de-sac. Donc c'est quand même impressionnant ce que le petit poisson était capable de faire. C'est ça qui est plus impressionnant que l'exploit de faire diriger un appareil finalement, parce que c'est juste de la capture d'images qui délimite des zones, et quand on est dans cette zone, on va dans telle direction. Mais voilà, ça m'a amusé, et donc voilà, c'est la petite touche pour terminer. Oui, et sur la vidéo qu'on vous mettra en lien, vous verrez, on fait démarrer le véhicule, ils font démarrer le véhicule d'à peu près partout dans la pièce. Et il arrive toujours à retrouver sa nourriture. Ouais, je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fait, pour le poisson, c'est un petit peu comme s'il avait un aquarium enfin, j'ai pas envie de dire infini parce qu'il va quand même toujours se cogner à la paroi, hein. La paroi ne bouge pas, mais il peut quand même se balader, voilà. C'est la même chose que pour nous, avoir un sous-marin dans l'océan. Ouais. Lui, il a son aquarium sur roue, c'est génial. Ouais. Donc, faites attention au feu rouge, parce qu'à un moment, sur une vidéo, ils l'ont foutu sur la route. Il était en dehors du trottoir, donc il était sur la route. Attention quand même. Ouais, il ne dit pas encore s'il s'arrête pour laisser passer les piétons. Hein, mais... Ouais. Ok, très bien. Bon, écoutez, c'est ainsi qu'on va clôturer cet épisode 338. Si je ne me trompe pas, je remonte dans mes notes. 338.
épisode 338 des Technos. J'espère que les sujets vous auront plu. N'hésitez pas à partager, liker ou nous mettre un petit commentaire sous la plateforme de podcast. Sur la plateforme de podcast ou sur le blog lestechno.be. Merci Xavier. Et puis à la semaine prochaine. Merci à tous. Et merci Aurélien de t'être prêté à ce jeu-là parce que c'est un exercice qui est pas toujours facile. J'en sais quelque chose, j'étais passé par là et ça s'était moins bien passé. Merci à tous. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.